8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Marc Ferracci. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Je voulais commencer cet entretien en vous parlant d'Olivier Marleix. Olivier Marleix qui a choisi de se donner la mort hier. Il était le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale. La classe politique et tous ceux qui l'ont connu, croisé, sont attristés par cette mort violente. Que retiendrez-vous de lui ? D'abord, ce choc qui a bouleversé, vous l'avez dit, toute la classe politique. Moi, j'ai d'abord une pensée pour ses proches, pour sa famille, pour ses collègues également, notamment ceux du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Qu'est-ce que je retiendrai ? Je retiendrai l'image d'un parlementaire exigeant, rigoureux, respectueux dans le débat, avec qui même les désaccords donnaient lieu à des échanges riches, nourris. Et je pense que c'est cela qu'il faut notamment retenir de lui. Je retiendrai également, parce que je suis ministre de l'Industrie, son engagement pour la souveraineté industrielle de la France. C'est un élément qu'il faut retenir. Et c'est un élément, je pense, qui restera d'Olivier Marleix. Est-ce que vous vous dites également que parfois le monde politique est trop dur ? C'est possible. C'est possible. Visiblement, ce qui a mené à cette décision tragique, ce sont des blessures personnelles, intimes. Et c'est vrai que la vie politique n'exempte pas de dureté ceux qui la pratiquent. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de cela et que chacun peut-être aussi se protège de cela quand on fait partie de ce monde-là. Marc Ferracci, je voulais revenir avec vous sur ce qu'a dit Mathilde Panot, la chef de file des LFI à l'Assemblée nationale. Elle a prévenu que dans les villes LFI, après les municipales, les villes qui seraient remportées par la France insoumise, les maires désarmeront les policiers municipaux et débrancheront les systèmes de vidéosurveillance. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ça ? En me disant qu'il faut à tout prix éviter qu'il y ait des maires LFI l'année prochaine, tout simplement. C'est l'habitude de la France insoumise que d'être dans la provocation, que d'être dans la gesticulation et surtout dans des propositions qui sont extrêmement dommageables, délétères pour l'intérêt général et la sécurité des Français. Les polices municipales aujourd'hui, elles sont en première ligne. Elles sont en première ligne face à une délinquance qui est souvent de plus en plus violente, notamment celle qui est liée au narcotrafic. Il est évident que face à cette délinquance, face à cette criminalité même, le fait de désarmer la police, le fait de se priver des moyens de la vidéosurveillance, ça aboutirait à des conséquences absolument dramatiques. Je veux rappeler que le terroriste de la basilique de Nice en 2020 a été neutralisé par une police municipale armée. Que le terroriste de Mulhouse, très récemment, a été désarmé par un policier municipal armé. Donc à un moment ou à un autre, il faut prendre la mesure de ce qu'est la réalité du terrain. Je pense que la France insoumise est, comme d'habitude, dans la provocation sur cette proposition. LFI cherche à récupérer quel électorat en faisant cette proposition ? Écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer... Qui ça peut séduire quand on vous dit on vous débranchera la vidéosurveillance ? Ceux qui ont une inimitié pour la police et pour les forces de l'ordre en règle générale. Je ne vais pas classer les gens suivant ce critère-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une détestation des forces de l'ordre à la France insoumise et dans une partie de l'ultra-gauche. En général, dans les manifestations, les Black Blocs s'attaquent de manière privilégiée aux forces de l'ordre. Et donc, il est évident qu'il y a une sorte de capillarité, de passerelle entre tous ces mondes. Et je pense que je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un calcul électoral. Je pense que ça fait partie de leur ADN. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Beaucoup de sujets économiques et industriels à voir avec vous. Déjà, les droits de douane. Les États-Unis vont possiblement appliquer d'importants droits de douane aux produits européens et aux pays européens, donc aux produits qui vont rentrer sur le sol américain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin ? Ces droits de douane vont être appliqués à partir de demain, le 9 juillet, à partir du 1er août. Après, qu'est-ce que vous en savez ce matin ? Alors, aujourd'hui, on est dans une situation assez incertaine. Ce que nous comprenons, c'est que l'application des droits de douane pourrait avoir lieu d'ici au 1er août, que les droits de douane, d'ici là, pourraient être relevés, parce qu'on le voit, d'un jour à l'autre, Donald Trump prend des décisions qui remettent en question les niveaux de droits de douane qui avaient été décidés la veille. Donc on est dans une situation qui se résume, au fond, à un très grand risque. C'est quoi le risque ? C'est que
ne se mettent en place des droits de douane pérennes à des niveaux très élevés. Et ça, je veux le dire, c'est une situation que nous devons absolument éviter. La guerre commerciale, ça ne fait que des perdants. Ça détruit des emplois, ici comme aux États-Unis. Ça augmente les prix, ici comme aux États-Unis. Et donc, le but de la France, le but de l'Europe, c'est d'obtenir une désescalade. Aujourd'hui, nous avons, pour être précis, 10% de droits de douane sur un grand nombre de produits et sur certains produits bien spécifiques comme l'acier, l'aluminium, nous avons 50% de droits de douane. Il est évident qu'on ne peut pas rester là. Il faut revenir à la situation antérieure. Et pour revenir à la situation antérieure, il n'y a qu'une méthode. C'est d'instaurer une forme de rapport de négociation, de rapport de force. Ça veut dire riposter à la situation actuelle, qui est une situation asymétrique. Je veux bien être précis. On est en mesure d'avoir un rapport de force à notre avantage avec Donald Trump, avec les Américains ? Tout à fait, puisque l'Europe représente 450 millions de consommateurs. C'est un marché dont les États-Unis ne peuvent pas se passer. C'est un marché dont les États-Unis dépendent en grande partie. Ça dépend évidemment des industries, mais certaines en sont très dépendantes. Et donc, nous devons capitaliser sur cette force collective. Et c'est la raison pour laquelle, en Européens, nous devons absolument rester unis dans la réponse, et j'espère que dans les prochains jours, il y aura une réponse ferme si la négociation n'aboutit pas à une désescalade. Est-ce que vous seriez prêt, comme l'ont fait les Britanniques, par exemple, à baisser les taxes européennes sur les voitures américaines ? En clair, à importer plus de véhicules américains en Europe, au risque d'abîmer notre industrie. Comme ce sont des négociations, c'est secteur par secteur. Ouais, je pense qu'il faut... Il va y avoir des gagnants et des perdants ? Il y a évidemment des intérêts qui sont différents d'un pays à l'autre et d'une filière industrielle à l'autre. Les intérêts de la filière automobile en Allemagne ne sont pas ceux de la filière automobile en France, ne sont pas ceux des agriculteurs. Tout ça est évidemment très complexe. Donc il faut se ramener à des grands principes. Moi, mon principe, c'est de garder une empreinte industrielle en France. Mais c'est à Bruxelles que ça se gère. Bien sûr, mais nous sommes en discussion constante avec les services de la Commission européenne. Et moi, en tant que ministre de l'Industrie, j'ai convoqué un Conseil national de l'industrie exceptionnel dès les annonces pour faire remonter les attentes de nos filières industrielles et pour savoir comment nous devions nous protéger et éventuellement comment nous devions riposter sans déstabiliser l'ensemble de nos producteurs. Mais il faut bien le dire, nous avons aujourd'hui des filières qui sont déjà dans la difficulté. L'automobile, les équipementiers automobiles, ça fait partie de ces filières en difficulté. Et donc notre objectif, c'est évidemment de les protéger au maximum. Je voulais vous parler bien sûr de l'énergie avant de parler de ce qui va se passer au Sénat. Globalement, la guerre des éoliennes sévit au gouvernement. Il y a deux camps irréconciliables. Le camp de Bruno Retailleau qui dit stop aux éoliennes, stop aux subventions publiques pour les éoliennes et pour le photovoltaïque. Et on accélère sur le nucléaire, position de Bruno Retailleau. Et en face de lui, on va dire qu'il y a le camp d'Agnès Pannier-Runacher qui veut continuer, elle, à développer les énergies renouvelables. Donc l'éolien et le photovoltaïque. Vous situez où, vous ? Alors, moi, je me situe très clairement dans le camp de ceux qui défendent les énergies renouvelables et qui défendent de manière générale un mix équilibré entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui défendent le nucléaire et qui pourfendent les renouvelables. Je me suis battu au niveau européen et j'ai obtenu de la Commission qu'on finance le nucléaire, ce que beaucoup de pays ne voulaient pas, grâce aux fonds européens. Vous dites ça, j'ai pas de leçon à recevoir de Bruno Retailleau, c'est ça ? Non, pas de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau a sa logique. Je note simplement, et pour être un peu taquin avec mon collègue Bruno Retailleau du gouvernement, qu'il a défendu les éoliennes par le passé lorsqu'il était président du Conseil général de Vendée. Et j'étais moi-même dans son département il y a quelques jours pour visiter un parc d'éolien en mer. Je peux vous dire qu'il y a des emplois industriels associés à l'éolien, associés aux énergies renouvelables. Donc cette idée d'un moratoire ou d'arrêter de financer les énergies renouvelables, je pense que ça n'est pas une bonne idée pour des raisons pragmatique. D'abord parce qu'un moratoire sur les énergies renouvelables, c'est d'abord un moratoire sur l'emploi. Ça veut dire plein de projets d'investissement qui vont s'arrêter, ça veut dire des filières entières qui vont licencier. Et ça, je pense que tous les gens qui sont soucieux de l'emploi dans leur territoire ne le souhaitent pas. Mais où sont les emplois dans l'éolien ? Parce que les éoliennes sont très peu fabriquées en France. Pas du tout. À Saint-Nazaire, pas du tout. À Cherbourg, à Saint-Nazaire, au Havre. Je visitais il y a encore quelques mois l'usine Siemens Gamesa du Havre. Mais quel est le pourcentage d'éoliennes installées en France, construites en France ? Mais il est croissant. Aujourd'hui, il est combien ? Ici, aujourd'hui, ça dépend des parcs éoliens. Il y a des parcs éoliens au niveau national. À Noirmoutier, le parc que je visitais, les éoliennes ont tous leurs composants produits en France. Ça, c'est un exemple, mais au niveau national. Mais, encore une fois, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'introduire des clauses de contenu local pour que tous les appels d'offres sur l'éolien achètent des pales, des turbines qui soient fabriquées en France. C'est ça que nous faisons. Et donc, nous avons des emplois à la clé. Il y a 8000 emplois aujourd'hui qui dépendent simplement de l'éolien en mer,
J'insiste. Et si on étend cela à toutes les énergies renouvelables, le photovoltaïque, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Si on arrête tous ces projets, eh bien, c'est des filières entières qui vont licencier, c'est des filières entières. Et j'ajoute que ce n'est pas simplement un enjeu pour l'emploi, c'est un enjeu de souveraineté énergétique. Quand le parc nucléaire, en 2022-2023, a eu des difficultés, vous vous souvenez, il y avait la corrosion sous contrainte, beaucoup de réacteurs à l'arrêt. Eh bien, on a pris le relais grâce aux importations d'électricité, mais grâce aux énergies renouvelables aussi. C'est pour ça que le mix énergétique, il est pertinent, il est vertueux. Et j'insiste en terminant pour dire que certaines énergies renouvelables, l'éolien, en particulier l'éolien terrestre, le photovoltaïque, les grands champs photovoltaïques, ils sont aussi compétitifs, autour de 70 € du mégawattheure pour le coût de production, que le nucléaire existant. Donc il faut arrêter cette guerre de religion entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Le sujet, ce n'est pas renouvelable contre nucléaire, le sujet, c'est électricité décarbonée contre énergie fossile. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de cette dépendance au gaz, au pétrole en France, avec que le nous nucléaire, importons. C'est déjà décarboné. Mais c'est décarboné. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'électrifier nos usages pour moins dépendre du gaz et du pétrole. 60% de notre consommation énergétique, c'est du gaz et du pétrole importé. C'est 70 milliards d'euros de déficit sur notre balance commerciale et c'est une dépendance vis-à-vis de la Russie. Là, vous parlez de l'énergie globale, pas uniquement de l'électricité. Oui, bien sûr. Mais justement, l'enjeu, c'est de faire progresser l'électrification et de s'appuyer sur ce mix électrique équilibré entre le nucléaire et les énergies renouvelables. C'est à la fois compétitif, qu'on le veuille ou non, et c'est surtout un facteur d'équilibre qui nous permet de pallier aux difficultés de l'un ou de l'autre. Et le nucléaire a pu avoir des difficultés par le passé, même si je le défends avec beaucoup d'ardeur, notamment au niveau européen. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, la réindustrialisation. Vous lancez un appel avec vos homologues de l'Union européenne, un appel à l'Europe pour un grand plan d'action pour relancer l'industrie de l'acier et de la chimie. Il y a une urgence ? Tout à fait. L'acier et la chimie, c'est un peu ce qu'on appelle les industries des industries. C'est des industries qui sont en amont des autres. On a besoin d'acier pour la défense, pour l'automobile. On a besoin de la chimie pour à peu près toutes les industries. Et elles sont en difficulté, ces filières. Pourquoi elles sont en difficulté ? Parce qu'elles subissent des coûts de l'énergie qui sont plus compétitifs dans d'autres pays, en Chine, aux États-Unis, au Canada. Elles subissent une concurrence déloyale, notamment de la part de la Chine, qui subventionne massivement sa production. Donc face à ça, on a besoin, de plus de protection commerciale, et c'est ce que nous essayons d'obtenir de la Commission, et j'espère que dans les prochains jours, on mettra des quotas d'importation sur l'acier chinois qui soient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Et sur la chimie, nous avons fait un certain nombre de propositions pour protéger notre filière chimique, parce que là aussi, il y a des surcapacités qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui sont extrêmement subventionnés et donc une concurrence déloyale. Moi, mon travail de ministre, c'est de faire en sorte que nos industriels se battent à armes égales avec leurs concurrents internationaux et c'est particulièrement le cas pour ces filières. Vous êtes ministre de l'Industrie, la situation économique française. Les entreprises françaises sont inquiètes. Selon des chiffres exclusifs fournis par le cabinet Altares aux Échos, 109 entreprises de plus de 100 salariés se sont retrouvées en cessation de paiement et placées en redressement ou liquidation judiciaire au premier semestre 2025. Est-ce que vous confirmez ces chiffres et est-ce que vous partagez l'inquiétude des chefs d'entreprise ? Oui, j'ai vu ces chiffres. Je n'ai aucune raison de les infirmer. Ils font partie d'une source. Ils sont issus d'une source sérieuse. On est sur une tendance qui est effectivement préoccupante. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises depuis quelques mois, même un peu plus d'1 an maintenant. Il y a un phénomène de rattrapage après le Covid. On a beaucoup aidé les entreprises pendant le Covid. On leur a donné des prêts garantis par l'État qu'elles doivent aujourd'hui rembourser. Et les entreprises, les PME que vous évoquez, parce que ce sont plutôt des PME, sont particulièrement soumises à cette contrainte financière. Il y a beaucoup de défaillances et à un moment ou à un autre, évidemment, ça se voit dans les chiffres. Et puis, il y a, il faut bien le dire, une incertitude très forte de l'environnement économique. Il y a eu une incertitude de l'environnement politique, notamment au moment de la censure, avec une absence de budget, qui fait que beaucoup de projets d'investissement sont suspendus. Et quand un grand donneur d'ordre, une grande entreprise suspend ses projets d'embauche ou d'investissement ou suspend ses commandes, eh ben c'est les fournisseurs, c'est les sous-traitants qui trinquent. Et c'est notamment les PME, les ETI qui sont en amont. Donc tout cet environnement, il doit nous amener, à essayer d'obtenir plus de stabilité. J'en appelle notamment dans la perspective des textes budgétaires à prendre à ce que chacun prenne ses responsabilités au Parlement pour donner de la stabilité, de la visibilité à nos acteurs économiques. Et ensuite, je pense qu'on reviendra à une situation un petit peu plus favorable. Une question sur SFR. SFR, l'opérateur téléphonique, est en vente. Aujourd'hui, il y a 4 opérateurs téléphoniques. Il pourrait y en avoir bientôt plus que 3.
C'est une possibilité, mais il y a beaucoup d'autres options qui sont ouvertes. Effectivement, aujourd'hui, SFR veut céder ses actifs dans la téléphonie. Moi, je dis simplement que le gouvernement est sensible à 3 choses. 1, protéger le consommateur, donc éviter que la concentration ne se traduise par des hausses de prix qui soient trop significatives et qui pénalisent la facture téléphonique des Français. Ça, c'est un élément. Et en même temps, c'est là qu'il faut trouver un équilibre. Il faut que nos opérateurs aient les capacités pour continuer à investir dans les réseaux. Vous savez qu'on a beaucoup investi dans la fibre. On est le pays le plus couvert par la fibre, le plus couvert par la téléphonie mobile. Donc, il faut conserver ces capacités. Et le troisième élément, si d'aventure des acteurs étrangers s'intéressaient à SFR, c'est d'être préoccupés par notre souveraineté. Les réseaux téléphoniques, ce sont des enjeux de souveraineté. Et donc, le gouvernement bloqueriez. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. J'attends de voir si des offres se manifestent. Mais c'est un élément de préoccupation. Les infrastructures de téléphonie, ce sont des éléments de souveraineté. Donc le gouvernement sera très vigilant aux éventuels acheteurs qui se présenteraient. Marc Ferracci, Emmanuel Macron a laissé entendre ce week-end qu'il allait continuer la politique après l'Élysée dans 2 ans au plus tard. Vous souhaitez qu'il se représente en 2032 ? Il serait là dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Vous l'avez entendu comme moi ? Oui, on l'a tous entendu. Je pense qu'on a d'abord une préoccupation, c'est de maintenir tout le monde sous tension pendant les 2 ans qui viennent. Parce que si on lève le crayon et si on arrête de transformer le pays, de faire des réformes dans les 2 ans qui viennent, je pense que le pays sera perdant. On a besoin de protéger nos industries, on a besoin de protéger les Français sur l'aspect sécuritaire, vous l'avez évoqué au début. Nous avons besoin de continuer à travailler. Donc je pense que c'était ça le fond du message du président, c'était de dire je reste dans le paysage parce que je me préoccupe du devenir du pays. Après, son avenir personnel, très sincèrement, je ne sais pas le prédire, et peut-être d'ailleurs que lui-même ne sait pas le prédire. Il y a toujours, quand on quitte le pouvoir, ce qu'on appelle la tentation de Venise, c'est-à-dire le fait de s'éloigner du pouvoir. Peut-être qu'elle le saisira, peut-être qu'elle le saisira pendant une période longue, peut-être pendant une période plus courte, ça je ne sais pas le dire. On dit aussi que la politique est une drogue dure, donc... Ça peut l'être, mais il faut faire très attention, et moi, pour ma part, je préfère éviter les addictions. Merci Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, d'être venu ce matin sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci.